La grande interview CNews Europe 1 avec vous, Pierre Lellouche. Bonjour Pierre Lellouche. Bonjour Monsieur Desarmes. Merci beaucoup d'être avec nous, ancien ministre évidemment, spécialiste des questions internationales et auteur du livre Engrenage, sorti aux éditions Odile Jacob. On va parler de la Russie et de l'Ukraine. On va parler de l'arrestation de Boualem Sansal en Algérie, évidemment. Je voulais commencer cet entretien avec vous, avec la Cour pénale internationale, qui a émis 2 mandats d'arrêt pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et contre son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant. Au même titre qu'un mandat d'arrêt est émis également pour ces mêmes motifs contre le chef de la branche armée du Hamas, Mohamed Def, censé, réputé être mort. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce sont les responsables du pays qui a été attaqué il y a un an qui sont poursuivis ? Ça veut dire qu'on met sur le même plan les terroristes qui attaquent et l'État qui essaye de se défendre. Ça veut dire qu'il y a une entreprise de délégitimisation de l'État d'Israël qui est extrêmement grave, qui a été un peu reprise d'ailleurs par le président de la République lui-même quand il a dit que tout ça tenait à une résolution de l'ONU. Donc le refuge des Juifs, qui est né d'un génocide, celui des nazis, 6 millions de morts, est lui-même considéré aujourd'hui comme génocidaire. Ça, c'est l'action de la Cour de l'Afrique du Sud devant la Cour de justice internationale. Et puis, parallèlement, l'action de la Cour pénale pour attaquer directement le Premier ministre, même au même niveau que les chefs du Hamas. Donc ça, c'est un travail de délégitimisation. On enlève la légitimité même de l'État d'Israël. C'est extrêmement grave. Bon, que la guerre soit une horreur, l'attaque du 7 octobre était une horreur. L'armée israélienne à Gaza, c'est une horreur. Pourquoi ? Parce que vous avez une forteresse militaire sous une conurbation urbaine de 2 millions d'hommes. Il n'y a pas de guerre propre dans une situation comme celle-là. Mais la question de fond est la suivante. Si le refuge des Juifs est délégitimé et attaqué ouvertement de tous les côtés par des centaines de milliers de missiles envoyés par l'Iran, et si par ailleurs les Juifs sont attaqués partout dans le monde parce qu'ils sont considérés complices de l'État d'Israël, qui est lui-même un État criminel, alors ils font quoi les Juifs aujourd'hui ? Ils vont où ? Ils peuvent ni être ici parce qu'ils sont attaqués. Vous avez 20% des électeurs du LFI qui demandent le départ des Juifs de France. Ils vont où ? Et en Israël, c'est un État devenu criminalisé avec un Premier ministre poursuivi. Vous faites allusion à un sondage Ipsos commandé par le CRIF. Mais on est dans une situation de fou, là, qui est quand même extraordinairement grave. On assiste à la globalisation de l'antisémitisme, la criminalisation de la judaïté. Et pendant ce temps-là, 150 000 musulmans soudanais sont massacrés par d'autres musulmans. Qui est-ce qui poursuit devant la Cour pénale internationale les généraux soudanais qui se livrent à ce massacre? C'est une décision antisémite de la Cour pénale internationale de la CPI ? Mais je pense que c'est des décisions extrêmement graves. Qui a eu des crimes commis dans la bande de Gaza? Comment voulez-vous que ce soit autrement le cas? Ou alors il ne fallait pas entrer du tout et considérer... C'était d'ailleurs une des choses auxquelles je pensais. Je pensais qu'une action militaire forte comme celle-là ne pouvait avoir que ce type de conséquences pour Israël. Donc peut-être fallait-il faire autrement, peut-être faut-il que les Israéliens s'interrogent sur les buts de guerre de Netanyahou, qui porte une part de responsabilité dans tout ça, c'est évident. Mais de là à criminaliser l'État lui-même, ses gouvernants, au même titre que les terroristes, je trouve que c'est en train de déraper gravement. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a d'ores et déjà prévenu que les décisions de la CPI devaient être appliquées. Ça veut dire très concrètement que Benjamin Netanyahou, s'il vient en Europe, se fera arrêter ? Ne peut plus voyager. Netanyahou ne peut plus aller, sauf dans un endroit, les États-Unis d'Amérique, qui ne reconnaissent pas la compétence de la CPI, précisément pour éviter, d'ailleurs, à leurs soldats d'être poursuivis. C'est pour ça que la CPI n'a pas été reconnue par le Congrès américain. Donc Netanyahou peut aller à Washington ou à New York, mais il ne peut plus entrer en Europe. Pierre Lellouche, ancien ministre spécialiste des questions internationales, auteur du livre Engrenage, invité de la grande interview CNews Europe 1 ce matin. Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, était l'invité de Christine Kelly hier soir dans Face à l'info sur CNews. Il a affirmé « Nous ne sommes plus en paix ». C'est exactement la thèse de votre livre en réalité. C'est inquiétant. Oui. On n'est plus en paix. Oui, mais on sent cette inquiétude dans le pays. Je parle aux gens. Cette guerre a changé le monde. Durablement, mais vraiment durablement. D'abord, elle nous fait rentrer dans des décennies de guerre. Il y a 30 ans,
au moment de la chute du mur et de l'Union soviétique, on pensait qu'on était entré dans des décennies de paix. Là, on est entré dans des décennies de guerre, et c'est très angoissant. Vous faites allusion à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Oui. Et cette guerre, elle a métastasé dans d'autres conflits. Oui. En Orient, en Extrême-Orient. On voit bien que ce sont les mêmes acteurs. Une des choses que nous avons faites en nous engageant dans cette guerre, sans doute il y avait toutes les bonnes raisons morales et autres à entrer aux côtés de l'Ukraine dans cette guerre. C'est pas une affaire morale. La question, c'est que quand on fait une guerre de l'émotion et qu'on réfléchit pas aux conséquences stratégiques, on a fait quoi dans cette histoire? On a fait une alliance entre la Chine et la Russie, ce que le cauchemar d'Henry Kissinger, le pire qui pouvait arriver, auquel se sont joints deux États totalement toxiques, la Corée du Nord et l'Iran. C'est ce que j'appelle dans le livre les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et maintenant, vous avez une imbrication entre les différents théâtres d'opération. Donc oui, le monde est complètement déstabilisé par cette guerre. De surcroît, une guerre, c'est pas linéaire. C'est ce qu'on appelle le brouillard de la guerre. La guerre génère sa propre dynamique et sa propre escalade à l'intérieur. Donc jusqu'à présent, on a à peu près tenu les choses, mais à mesure qu'on arrive vers la négociation inévitable en 2025, avec l'arrivée de Trump, mais aussi avec l'épuisement des deux belligérants, on en est à 1 million de victimes, tuées et blessées des deux côtés, une frontière, une ligne de front de 1000 km. Donc tout le monde... Là, on va vers la négociation, et qu'est-ce qui se passe? Des deux côtés, la montée de la violence monte. Les Russes font venir des Coréens du Nord, ce qui est quand même une rupture stratégique énorme. Imaginez des Coréens faire la guerre en Europe, c'est un renversement historique. D'habitude, on voyait des Européens aller faire la guerre en Indochine, on a des Coréens en Europe faire la guerre du côté des Russes. Mais alors, et de l'autre côté, vous avez des missiles américains à longue portée qui frappent à l'intérieur de la Russie, alors que jusque-là, Biden, qui est vieux comme moi, qui a connu la guerre froide, fait attention à ce que ça ne déborde pas dans le territoire russe et que les Russes ne débordent pas dans le territoire de l'OTAN. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, jusqu'à présent, frappé des objectifs en Pologne, par exemple, ou en Allemagne. Poutine a raison quand il dit que le conflit est à caractère mondial désormais. De toute façon, il est mondial, le conflit. De fait. Il est devenu mondial. Je veux qu'on comprenne ceci. La précédente crise nucléaire, c'était en 62 à Cuba. Ça a duré 13 jours. Et le monde avait tremblé. Là, on pensait que... C'est du même niveau aujourd'hui, c'est bien pire. Ça fait 3 ans que dans un territoire couvert d'armes nucléaires, l'Europe, avec 4 puissances nucléaires, l'Angleterre, la France, les États-Unis, la Russie, une guerre de très haute intensité se déroule. Donc, pour essayer de contenir cette guerre, la règle non écrite entre Biden et Poutine, c'était... On ne touche pas au territoire de l'autre. On n'attaque pas le territoire russe et les Russes n'attaquent pas le territoire de l'OTAN. Alors c'est une erreur de la part de Biden d'autoriser le tir de missiles longue portée sur la Russie? Je vous dis, c'est ce qui est en train de se passer à l'approche de la négociation. La violence est en train de monter des deux côtés. Les uns amènent des Coréens, les autres amènent des missiles. Et on rentre dans une phase qui est extrêmement instable, qui est très anxiogène. Moi, je ne suis pas sûr, je ne connais pas la suite de cette histoire. Ce que je sais, c'est que d'ici l'arrivée de Trump, qui marque normalement le début d'une phase de négociation, parce qu'il veut arrêter. Donc la négociation, en fait, c'est dans 60 jours. Il faut que tout ça soit, calmé. Le but, je ne cesse depuis, avant même cette guerre, je dis attention, ne faisons pas cette guerre, trouvons une solution négociée. La question, c'était la neutralité de l'Ukraine au même titre que la Suède, la Finlande, l'Autriche à l'époque. On n'a pas voulu de cette situation. C'est parti dans cette histoire qui est absolument tragique et qui, pour l'Europe, sera une catastrophe parce que pour les Américains, à la limite, ils vont partir et ils ont élargi l'OTAN, ils vont vendre des centaines de milliards d'armements. Pour les Russes, c'est pas terrible comme résultat, mais pour nous, Européens, je vais vous le dire un peu crûment, on va être les grands cocus de toute cette affaire. Et il faudra ensuite gérer la suite. On va hériter de la situation. Bien sûr. Il faudra qu'on s'occupe de l'Ukraine, qu'on reconstruise l'Ukraine qui aura probablement perdu la partie Est. Mais il faudra mettre énormément d'argent, mettre des soldats pour garantir la paix entre les Russes et les Ukrainiens, stabiliser ce pays. Ça va être très compliqué. Quel crédit accorder aux menaces de Vladimir Poutine? Menaces de tirer sur les pays dont les armes sont utilisées par l'Ukraine pour frapper la Russie. Menaces nucléaires également. Quel crédit apporter? C'est que de la parole, pour parler poliment, écoutez, ou non? J'entends du côté français occidental dire tout ça, c'est des mots. Je souhaite qu'ils aient raison.
Ce que je sais, c'est que fin 2022, et ça c'est documenté, au moment où l'armée russe s'effondrait, il y a eu un moment où les Russes envisageaient l'arme nucléaire, et ça a été pris très au sérieux par les Américains, par le chef de la CIA, William Burns. Il y a eu des contacts avec les Chinois pour dire aux Russes, arrêtez, on ne touche pas aux armes nucléaires. Cette fois-ci, j'entends dans le discours de Poutine d'hier, parle de façon solennelle au peuple russe, en disant on est attaqué par des armes américaines sur notre sol. C'est ce qui est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Mais lui, il a amené quand même des Coréens se battre contre les Ukrainiens, ce qui est aussi invraisemblable. Donc il dit voilà, les bornes ont été franchies. Je ne peux plus m'interdire de frapper l'arrivée de forces occidentales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un risque de frappe sur les centres d'approvisionnement d'armes en Pologne, par exemple, ce qui serait une attaque contre un territoire de l'OTAN, déclenchement de l'article 5 et probablement un risque. Comment réagirait l'OTAN en cas de frappe, comme vous le dites, sur la Pologne? Je pense qu'il y aurait une crise absolument majeure. Les Polonais qui sont extrêmement inquiets depuis toujours et qui réarment à toute vitesse, contrairement à la France. Donc l'OTAN frapperait au même niveau la Russie? Je ne veux même pas entrer dans ce type de scénario, mais si jamais les Russes touchent au territoire de l'OTAN, l'article 5 joue, c'est-à-dire que la garantie américaine joue et qu'on rentre dans un autre monde. Donc je crois que plutôt que de parler de rodomontade et d'envoyer des rodomontades par médias interposés, aujourd'hui le temps est à la désescalade et il faut trouver les canaux discrets, pas ce que j'entends... pas dans les médias. Voilà, il faut discret, la diplomatie sait le faire. Calmer le jeu, descendre au niveau de la crise, peut-être utiliser le rôle de la Chine qui parle aux Russes, essayer de calmer tout ça de façon à ce qu'on ne rentre pas dans le... Mais du point de vue des Ukrainiens, tout est fait pour internationaliser la guerre. Ils sont désespérés, ils savent que le front est menacé, que leur saillant à Koursk ne marche pas, que les Américains ne veulent pas d'eux dans l'OTAN, donc il faut absolument qu'ils tapent à l'intérieur de la Russie, simplement ils tapent avec des armes américaines ou britanniques et peut-être françaises. Donc moi je dirais attention à tout ça. Est-ce que ce conflit était prévisible et est-ce qu'on aurait pu l'éviter? Bien sûr, c'est tout ce que j'écris dans mon livre. C'est pour ça que je vous pose cette question. Dans votre livre Engrenage, ce à quoi on assiste, c'est la guerre de sécession d'Ukraine. Cette guerre de sécession d'Ukraine, elle a commencé il y a fort longtemps. Il y a eu, tenez-vous bien, 600 ans d'occupation polonaise de l'Ukraine et ensuite 300 ans d'occupation russe, qui sont traduits par des liens complexes, souvent familiaux même. Mais il y a des gens en Ukraine qui voulaient être indépendants de la Russie. Lors du dernier siècle, à chaque fois qu'il y a eu une guerre mondiale ou un effondrement du pouvoir russe, l'indépendance ukrainienne est remontée à la surface. Lors de la Première Guerre mondiale, de la Seconde et en 91 au moment de la chute de l'URSS. Donc toute cette affaire, c'est une très vieille affaire. Le problème, c'est que personne s'en est occupé du côté occidental, ni européen ni américain. L'Ukraine, c'était une espèce de point blanc dans la mémoire des Européens et on est arrivé dans une situation où cette affaire n'a pas été gérée, ni les accords de Minsk, ni tout ça. Et je regrette qu'on n'ait pas sérieusement négocié une solution. Soit l'Ukraine restait du côté russe, soit elle venait chez nous, mais dans ce cas-là, il fallait réarmer et dire aux Russes qu'on allait protéger l'Ukraine. Or, on n'a fait ni l'un ni l'autre. On a désarmé massivement, on s'est shooté au gaz russe et on a dit qu'on allait prendre l'Ukraine sous notre aile et ça donne ça à l'arrivée. Pierre Lellouche, invité de la grande interview CNews Europe 1. Pierre Lellouche, je voulais, ce sera ma toute dernière question, vous faire réagir à la disparition de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Selon plusieurs médias, il a été arrêté en Algérie. Emmanuel Macron s'est dit très préoccupé. Pour vous, qui êtes écrivain comme lui, qui le connaissez, que signifierait son arrestation à Alger si elle venait à être confirmée officiellement? Elle est confirmée, vous plaisantez. Il n'a pas disparu en vacances. A priori, il a été enlevé par les forces de sécurité. Pourquoi? Parce qu'il dit les choses vraies. Il dit que ce régime en Algérie est un régime totalitaire, qu'il essaye même de dissimuler les drames de l'islamisme et du terrorisme islamique. Vous savez, j'ai lu le livre de Kamel Daoud avant son prix de Goncourt, et il dit les choses. Ces garçons-là sont des gens extrêmement courageux, parce que si un jour l'islam doit se réconcilier avec la démocratie, ça viendra d'intellectuels. À la France, cette arrestation? C'est aussi la poursuite de la guérilla idéologique contre la France. C'est pas seulement un affront, le régime algérien se nourrit, sa rente
c'est d'entretenir la haine de la France, de faire comme si les problèmes actuels de l'Algérie, c'est à cause de la colonisation française, alors que c'est à cause du pillage systématique des ressources de l'Algérie par un régime kleptocrate. La France qui n'est plus en Algérie depuis plus de 60 ans. Il faut appeler un chat, il y a un moment. Bien sûr que les jeunes Algériens savent très bien qu'on n'y est pour rien, d'ailleurs. Vous savez, la dernière fois que j'étais en Algérie, j'accompagnais le président Sarkozy. Je veux dire, un souvenir inouï en arrivant à l'université à Constantine, une clameur qui montait comme ça. Et on entendait des visas, des visas, des visas. Les étudiants algériens n'avaient qu'une idée en tête, partir. Et dans la rue, les gens vous disaient « Revenez, s'il vous plaît, revenez ». Vous vous rendez compte ? Quel échec, 60 ans après l'indépendance. Pierre Lellouche était l'invité de la grande interview, ancien ministre spécialiste des questions internationales, on l'a vu, et auteur du livre Engrenage chez Odile Jacob. Merci beaucoup d'être venu sur CNews.